découvrir. Mais ça dit aussi toute cette confiance nécessaire pour qu'il y ait ce niveau, un moment de confidence d'un individu. Voilà. Alors, je vais demander également au régisseur de mettre l'image, parce qu'on a le son et l'image pour cet extrait sonore. Bon, aujourd'hui, c'est en 2009, on a dépassé, mais de par l'éducation de mon grand-père ou de mon père, il y avait, à l'époque, il y avait beaucoup plus de tueurs, il y avait l'honneur d'être un tueur, d'avoir son nom, c'est-à-dire d'être un bon. Mais ça, c'est comme dans les maisons. Les paysans, on n'ira pas à sa compagne, je t'aime. Et pour saigner, on a la reconnaissance et l'honneur, mais jamais personne ne dira t'es mon tueur, t'es mon tueur. Ça se remarque et ça a une valeur 5 fois plus importante que de le dire. C'est le tueur qui parle. Un tueur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un tueur aime les bêtes vivantes. Un tueur, il ne faut pas le prendre dans le but de tuer. Le but, c'est de bien saigner. Il faut bien saigner pour que la bête ne soit pas du tout stressée et un couteau qui coupe comme un rasoir. Le tout, il en est là. Et juste ça, un coup de couteau. Il faut sentir le moment. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il bouge. Il faut se sentir sûr. C'est juste la lame. La bête ne la sent pas, la lame, qui rentre. Quand il y a la confiance de la bête et du bonhomme, et que le bonhomme a attrapé sa bête avec confiance, le couteau, mais juste, on pique un peu, ça ressort, et la bête se laisse aller. Elle n'a rien senti. Si elle sent le coup de couteau, elle ne sait pas. Ça, c'est simple. Parce qu'une bête stressée ne donne pas ça. Je ne sais pas, moi, si je me suis bien expliqué, je ne sais pas. C'était Bernard qui parlait. C'était très compliqué de trouver un tueur de cochons, c'est interdit en fait. Hein. Et du coup, il a fallu beaucoup de temps pour qu'il accepte d'accueillir déjà, de nous accueillir pour lui parler du projet, d'accueillir ensuite un photographe pour qu'il puisse être pris en photo, on ne le voit jamais. D'ailleurs, on le voit sur la photo, on le voit de dos. Enfin, voilà. On peut remettre la photo, s'il vous plaît. Beaucoup de temps pour qu'il accepte que le son soit pris. Et en même temps, on a une confidence de sa part qui est absolument fabuleuse, moi je trouve. C'est qu'il dit tout ce qui se passe sur ce terrain-là. Enfin voilà, bon, je n'ai pas envie d'en dire plus sur l'extrait sonore, si ce n'est que si Marc Pichonnet était là, je crois qu'il nous battrait de passer un extrait sonore avec un micro, là, comme ça. Voilà. On lui donnerait du vin et ça serait arrangé. Pour boucler, je voudrais simplement rajouter que les difficultés qu'on avait avec l'objet, je pense qu'on verra si on les a résolues. En tout cas, on pense pouvoir les résoudre partiellement. L'objet carte postale sonore, on va lui redonner avec le 3e épisode Potage et potager. Peut-être il va retrouver son ambition première qui est d'être un objet qui est diffusé dans les boîtes aux lettres. Et étant donné qu'on a resserré le focus sur Capdenac et sur les jardins ouvriers de Capdenac, je disais tout à l'heure 4800 habitants, donc je ne sais pas combien ça fait exactement de maisons, mais ça rend possible de distribuer la carte postale sonore dans chacune des maisons de Capdenac. Et du coup, début 2013, on s'est dit que les gens faisaient à peu près attention aux vœux quand ils reçoivent des vœux. C'est toujours bien de recevoir des vœux par la poste. Et du coup, on va envoyer les vœux à chacun des habitants de la ville de Capdenac avec cet objet qui racontera une partie de cette histoire à Capdenac, et en tout cas qui sera l'histoire de quelques-uns des habitants de la ville. Voilà, donc il sera distribué début janvier, et ça se poursuivra par une présentation de la carte et un spectacle photo phonographique qui sera créé dans quelques maisons, puisqu'on invitera on invitera des habitants de Capdenac à nous inviter ou à inviter leurs voisins, à inviter le quartier pour partager une soupe, partager les légumes qu'ils auront cultivés au jardin et en même temps rencontrer les 2 artistes avec lesquels ils ont travaillé. Voilà comment on compte boucler cette aventure-là, avant qu'une autre démarre peut-être. Ouais.
Très bien, mais là aussi bravo pour cette aventure, pour cette inspiration, pour cette mise en partage de la poésie. C'est un point commun à beaucoup des projets dont on a parlé et dont on va continuer à parler dans la suite de ce cycle Art Espace Public à Paris. C'est le fait de s'emparer de pratiques populaires, le fait de s'intéresser à des pratiques qui n'ont pas une grande légitimité culturelle, pour le dire simplement. Et en t'écoutant, Fred, je pensais aussi au projet développé par Jean Bochco du théâtre Éprouvette dans la Nièvre depuis de nombreuses années. Jean Bochco dirige donc le théâtre Éprouvette en un seul mot et sans H, parce que Jean Bochco nous dit qu'il veut faire perdre au théâtre de sa hauteur. Et précisément, pour faire perdre au théâtre de sa hauteur, il s'empare de la question du jardinage, de la question du bistrot, de la question du bricolage. Et l'artiste s'immisce dans le quotidien rural, il s'infiltre, il infuse et il se fait infuser aussi par l'environnement d'une manière très subtile sur des temps très longs. Et voilà, c'est un mode opératoire artistique très proche qui me paraît là aussi très, très intéressant. Je voudrais citer encore un autre artiste, Michel Janès. Michel Janès, c'est un poète du lien, comme vous également, je crois, qui travaille à partir du bouton, le bouton que nous avons tous sur nos vestes. Et le bouton, c'est le PPOCC, le plus petit objet culturel commun, nous dit-il. Dans le quartier de la Duchère à Lyon, pendant de nombreuses années, il est allé à la recherche des boutons et surtout des histoires que ces boutons permettait d'entendre et de défiler, de déployer. Voilà, une poésie du lien, un art qui n'est pas seulement in situ, mais qui est aussi in tissu. Je cite Michel Janès, qui sait aussi raconter son travail poétique. Je vais proposer à Daniel Bellini de reprendre la parole pour nous dire ce qu'est la fabrique du sensible, la fabrique du possible. C'est le thème de la thèse que tu travailles actuellement. Et pour nous dire ce que ces projets déplacent, bousculent, transforment, inventent et réinventent. Alors, bon, je vais essayer aussi d'être assez concise. Et puis, je vais essayer de relever 3 points. Je ne vais pas développer ma thèse, mais plutôt 3 points inspirés par les expériences qu'on a vues aujourd'hui. Alors, on parle de cas, mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'avec ces expériences-là, on sort de la seule logique de l'équipement. Je crois que c'est dit clairement. Voilà, c'est une question qui apparaît pas. Enfin, l'idée, c'est pas de permettre à des publics d'aller au théâtre ou de ne pas y aller ou d'essayer de les faire... la question, elle n'est pas du tout dans ce champ-là. Elle est plutôt dans le champ de la rencontre avec les œuvres, des œuvres coproduites, y compris la rencontre avec les artistes. Et surtout, ce que j'entends, c'est de vivre une expérience. Des artistes qui vivent une expérience avec des publics, mais les publics aussi qui vivent cette relation comme une expérience. Et c'est ce qui m'intéresse, cette question d'expérience, justement. Cette expérience qui peut aussi exister dans une salle de spectacle, dans un théâtre, qui peut aussi exister dans une place publique. En tout cas, ce qui me semble intéressant dans cette expérience, c'est que ça élargit la cartographie intime, ça élargit l'espace intime, l'imaginaire, ce qu'on se fabrique quand on est en relation avec le clown ou quand on voit la petite maison, quand on est dans les dispositifs que vous mettez en place, qu'est-ce que ça élargit dans nos imaginaires, dans l'histoire qu'on se raconte et dans l'univers qui est le nôtre. Et du coup, le lieu, c'est plus un but, mais ça devient un contexte. Voilà, et c'est justement, on parlait d'espace à sauver ce matin. Moi, je dis, s'il y a un espace à sauver, justement, c'est un lieu à sauver, c'est cet espace intérieur. Et cette cartographie intime, et aussi comment on peut réinventer des histoires et pas se laisser formater par des histoires construites qu'on nous impose et qui sont très souvent liées à des buts de consommation, quoi. Mais voilà, la résistance, elle se situe à travers la relation avec l'artiste dans cet espace intime. L'autre aspect, c'est la question de la mémoire. Justement, cette expérience qui s'imprime dans la mémoire. Et dans un livre qu'elle a appelé « La femme qui tremble », Sirius Vett fait référence à des recherches sur le fonctionnement de réseaux de cellules nerveuses. Des réseaux qui sont appelés les neurones miroirs.
Et dans son livre, elle évoque les travaux qui ont été publiés en 1995, donc c'est quand même assez récent, par une équipe italienne conduite par Giacomo Rizzolatti. Et donc, son équipe explique le fait que lorsque nous menons une action, bien sûr, mais ces réseaux s'activent également lorsque nous regardons quelqu'un mener une action. Ils s'activent comme si nous vivions en nous ce dont nous percevons chez l'autre. Donc nous ne mimons pas seulement les gestes, mais aussi les expressions faciales qui traduisent les émotions et les intentions. Donc la découverte de cette fonction neuronale que les humains ont en commun avec les primates non humains révèle le mécanisme de la compréhension d'autrui et révèle aussi à quel point est ancré en nous le lien qui nous rattache aux autres. Bon, l'exemple, c'est quand c'est peut-être ce parent qui donne à manger à son enfant qui ouvre la bouche en même temps, mais c'est aussi dans la salle de spectacle une émotion qui va nous ébranler chez l'artiste et qui va à un moment donné faire qu'on va vivre avec l'artiste cette émotion et cette histoire-là. Et donc cette histoire-là, qu'on ne vit pas seulement par procuration, mais qui nous situe face à des émotions, vont venir s'imprimer petit à petit dans notre cartographie intérieure, dans nos histoires, dans nos imaginaires, et faire partie de notre vie, de ce qui nous fonde, quoi. Voilà, bon, je vais... Et donc on peut transposer ces histoires de cartographie, voilà, ces découvertes sur les neurones miroirs, on peut donc les transposer aux questions plutôt d'ordre spectaculaire ou littéraire. Sirius Vett dit encore que pour elle, la lecture est cette forme de synesthésie quand on transforme en signes abstraits des scènes visuelles. Alors je vais la citer. Une forme de synestèse ordinaire qui nous permet de voir, de ressentir, d'entendre, de vivre à partir des petites taches d'encre imprimées sur une page blanche. À partir de signes abstraits, un sens, la vision fait apparaître un univers de sons, de couleurs, de mouvements, d'odeurs, de pensées, d'émotions, de souvenirs, d'attentes. La seule vision de quelques petites lettres écrites sur un livre, donc l'histoire que ce livre nous raconte, fait émerger un univers qu'on a en nous, finalement, le fait émerger, le nourrit, le développe. Et quand on va ouvrir un autre livre, quand on va voir un spectacle, quand on va entendre une poésie à l'horaire, c'est tout cet univers-là qui va être de nouveau réveillé, enrichi, développé, élargi. Donc je trouve que du coup, on est dans cette façon d'évoquer ce monde invisible, cette façon de travailler le sensible, l'invisible, à travers l'expérience. Ça nous permet pour le coup de nous affranchir des notions de déterminisme et de fatalisme. Ça veut dire que finalement cet espace intérieur, on est chacun capable de le mettre en œuvre et de l'enrichir. Et du coup, on est là plutôt dans un rapport égalitaire, hein, c'est-à-dire qu'on est tous dans cette capacité-là de pouvoir travailler ce monde imaginaire. Et puis en même temps, ça ouvre les dimensions du possible, quoi. Enfin, on l'a entendu aujourd'hui, on sent bien qu'on a l'impression, on a envie de se dire que tout est possible. Et pour avoir vécu lever de rideau, pour avoir vécu aussi avec les pousseurs et pour avoir poussé les voitures, il y avait une émotion qui était une émotion partagée de se dire mais c'est possible. C'est une émotion très forte chez les souffleurs de se dire mais finalement on a rêvé ce projet-là, on l'a conduit, on s'est dit bon comment pouvoir imaginer que des gens se lèvent à 5h du matin pour pousser des voitures et oui ça a été jouable. Enfin l'émotion qui a traversé la salle du conseil municipal, cette émotion partagée qui nous renvoie à cette fonction du possible. Et je trouve que pour les professionnels, pour nous qui organisons des choses sur le terrain, hein, je dis pour cette frange du secteur culturel où moi je ne me considère pas comme une artiste, mais plutôt comme quelqu'un qui essaie de développer des projets avec les habitants sur des territoires, la question du possible, c'est un vrai moteur. La question de se dire, d'essayer de transposer ces rêves et ces souvenirs d'enfance et ce monde imaginaire dans la réalité et de le partager, ça démultiplie aussi
nos envies d'action et puis d'inventer de nouveaux dispositifs et effectivement s'affranchir des codes, des habitudes, des normes qui bien souvent, j'avais envie de dire, paralysent ou cadrent l'action culturelle traditionnelle. Mais je pense qu'on est en ce moment dans un tournant important puisqu'on est quand même assez nombreux à explorer et en fait à bien s'amuser aussi sur le terrain avec des expériences nouvelles et beaucoup de partage. Voilà, donc ce troisième aspect, c'est cette question d'élargissement des territoires de création. Oui, cet élargissement des imaginaires, on a vu que ça élargit aussi ces territoires de la création, ça élargit les possibilités de rencontres et ça élargit aussi les possibilités que nous pouvons avoir d'enrichir les cartographies intimes. Et puis, je mettrai juste une petite réserve, c'est que si nous savons que nous intervenons dans l'imaginaire de l'autre, si nous savons que nous ne sommes rien et nous sommes toujours en interrelation, nous ne sommes rien sans l'autre, en même temps, on ne sait pas exactement ce qu'on produit. On ne sait pas exactement quel effet on va produire chez l'autre. Et c'est cette part d'intimité qui est infiniment respectable. C'est-à-dire que nous, le seul travail qu'on a à faire, c'est de créer les conditions, c'est de chercher peut-être sans cesse, de se remettre en question, de se rencontrer, de se nourrir les uns les autres. Mais après, ce qu'on va produire réellement dans l'imaginaire de l'autre, on n'en sait rien. Et c'est... voilà, parce qu'on ne sait pas comment l'autre nous reçoit, ce qu'il va imaginer, le parcours qu'il a fait, le rapport qu'il a, les représentations qui se fait de la culture, le rapport qu'il a aussi avec le monde de l'art et de la culture. Et c'est son affaire personnelle. Et finalement, cet élargissement de ces espaces nouveaux, c'est aussi un vrai espace de liberté. Et voilà, donc on est, je pense que dans le fond, finalement, mine de rien, on est là dans des valeurs essentielles d'égalité, de liberté et d'autoconstruction, de partage, et qui sont donc des vrais moteurs pour réoxygéner, comme tu dis Pascal, des politiques culturelles. Olivier, Cyril, Proserpine, souhaitez-vous prolonger ce que vient de dire Daniel ? Alors moi je vais ajouter quelque chose. On aiguise des singularités poétiques dans toutes ces démarches et il y a urgence à les aiguiser, à les faire exister, à les faire briller, mais aussi il est urgent d'organiser ce partage, cette mise en partage de ces singularités poétiques et d'organiser un espace où ces réceptions singulières que tu viens d'évoquer se racontent néanmoins. Ce qu'on ne sait pas, ce qui nous échappe, on peut tenter de s'en approcher en invitant au récit, à l'échange, à la discussion. Et je crois qu'une grande part de l'activité des acteurs culturels, des responsables de structures, de manifestations, devrait se concentrer, une plus grande part devrait se concentrer sur l'organisation de ces temps de partage, de ces temps de partage des réceptions singulières, pour que ce qui a été déplacé en nous, ces cartographies intimes, intérieures que tu évoquais, la manière dont elles ont été modifiées, élargies, retournées, trouées, etc., que tout ça puisse se raconter, parce que c'est la fabrique de la culture qui est en jeu, c'est la fabrique d'une culture commune qui s'opère, qui se réalise dans ces temps de partage, dans ces temps d'échange. Et ça me permet, cette remarque, de glisser à nouveau sur la question, ou vers la question de l'évaluation, puisque les politiques culturelles, toutes les politiques publiques, les politiques culturelles depuis quelques années maintenant, se développent dans une rationalité qui inclut la question de l'évaluation. Il faut évaluer si les objectifs fixés ont été atteints. Donc, pour cela, je le disais tout à l'heure et je voudrais y revenir, donc inventons des indicateurs, inventons des mises en récit, des mises en image qui permettent de percevoir précisément ce qu'ont été ces réceptions singulières, ces déplacements, ces oscillations peut-être très discrètes, peut-être éphémères, mais néanmoins fondamentales. Et sachons dire pourquoi c'est fondamental. Pourquoi le travail sur le discours, sur la langue, sur les mots que tu évoquais au Conseil municipal extraordinaire, pourquoi cet enrichissement du monde par un vocabulaire élargi, plus précis, un vocabulaire poétique, une pensée de la parole, pourquoi cette opération est importante politiquement. Sachons le dire, sachons le raconter, sachons donner la parole aussi à des observateurs qui sont là, qui voient et qui
qui arrive à mettre en mots, à mettre en concept finalement ce qui s'est joué dans l'intime, dans le registre du sensible. Pourquoi ces pratiques populaires ignorées ou méprisées ou peu légitimes que l'on a évoquées à différents moments, pourquoi ces pratiques populaires ont une importance? Pourquoi de la liberté, de l'autonomie, de l'émancipation gît là dans ces démarches, dans ces projets? Pourquoi ces démarches permettent finalement l'ouverture d'espaces de possibles et donc d'espaces d'autonomie et d'invention? Pourquoi tout cela est important? Je pense qu'on ne sait pas assez le dire, on ne sait pas assez le raconter. On est trop focalisé sur l'artistique, sur la production, et sans doute trop peu sur la mise en récit, la mise en partage, des effets parfois considérables de ces démarches. Voilà, je voulais insister sur ce point. C'est de toute façon une obligation, puisque les collectivités attendent des chiffres, attendent des évaluations. Sachons répondre autre chose que des chiffres. Voilà. Je ne sais pas comment vous vous en sortez d'ailleurs, comment Opéra Pagaille répond au questionnaire des DRAC qui demande des chiffres de fréquentation, des entrées payantes, alors qu'il n'y a pas d'entrée payante pour la Maison sur l'Eau, par exemple. Est-ce qu'un dialogue est possible? Est-ce que le ministère, c'est une question que j'aurais aimé poser à Georges-François Hirsch ce matin, est-ce que le ministère de la Culture accepterait de faire évoluer ces indicateurs, ces dossiers de renouvellement de convention pour s'ouvrir précisément à une évaluation plus qualitative, plus subtile, plus proche finalement des exigences poétiques des projets dont on parle? Censuré par la DRAC. Non, ça va. Ah, c'est bon. Effectivement, quand il s'agit quand il s'est agi de notre conventionnement avec l'État via la DRAC Aquitaine, on a dit oh, certes, vous avez envie de nous aider, pourquoi pas, ça peut nous intéresser, mais il faut que vous admettiez qu'on va avoir du mal à rentrer dans toutes les cases qui sont pensées pour d'autres pratiques. Et qu'il faut que vous admettiez que ça va être difficilement évaluable, que c'est difficile de mettre... Même moi, je ne sais pas, je peux dire qu'on a pris 2000 personnes dans les bateaux, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes sont passées sur les... Ce que ça leur a fait, il n'y a pas de billets, il n'y a rien à... Enfin voilà, c'est pas quantitatif. J'espère que c'est... Mais quel est le poids de quelqu'un qui s'insurge? Quel est le poids des discussions qui sont créées? Enfin voilà, tout ça c'est assez difficilement mesurable. Je serais bien en peine d'établir une grille d'évaluation. Mais tu fais un film qui raconte ça, qui raconte les faits, l'impact, la manière dont la représentation de la Garonne est modifiée, transformée. Ouais, voilà. On prend oui, il sera bien meilleur le film quand il sera fini que ce qu'on a vu, mais oui, mais après, on prend qu'un petit bout. C'est pareil. Quand je regardais là, quand je regarde tous les gens qui sont interviewés, on dirait que Bordeaux n'est qu'une ville de grands bourgeois. Il y a qu'un papy avec son béret. Alors que voilà, quand on capte certaines images, on prend qu'un échantillon. Voilà, alors j'ai l'impression que chez nous, la DRAC l'a entendu, quoi, mais moi je suis pas dans les comités d'experts, je sais pas ce qui se discute, je sais pas comment ils parlent de nous. Je leur laisse, c'est pas simple de parler de soi. Olivier, comment l'institution, la ville d'Aubervilliers, le ministère de la Culture... Nous, on n'a pas demandé la permission, donc c'est simple. Nous, on a décidé de faire la folle tentative à Aubervilliers, qu'on ait du fric ou pas. Et je suis allé voir le maire, je lui ai dit voilà, nous on va faire ça. Et puis il a eu peur parce qu'il nous a donné 5 000 €. Donc moi j'ai trouvé que c'était un formidable cadeau. 5 000. 5 000 €. Et voilà, ça ne nous empêche pas. Ensuite, il y a eu un partenariat avec, je ne sais plus ce que c'est, le conseil... le conseil quelque chose, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, en tout cas, on a eu un partenariat qui, tu demandais combien tout ça avait coûté. Conseil des Et sages. à moi, tu ne me l'as pas demandé. Alors, dis-nous. Sur tout ce qu'on fait comme ça, c'est d'ailleurs rue silencieuse, conseil municipal, levée de rideau, commando, etc., etc., etc. En tout, on a 27 000 € par an. Voilà. Mais nous, on s'en fiche de ça parce que... C'est quoi comme Pour 30 conseil artistes. Hein? Pour 30 souffleurs. Ouais. Et nous, on s'en fiche parce qu'on met en place en fait un laboratoire de poésie appliquée sur une ville
d'une certaine manière, on n'est pas demandé, on l'aurait fait même sans un rond, quoi. C'est-à-dire que nous, on est dans la perspective d'une maison de la folle tentative, qui est un centre d'émission de regard poétique et de solutions poétiques pour le monde, pas moins. Donc, on est tombé amoureux d'un endroit, d'un hangar, puis d'une ville, et donc on fait, quoi qu'il arrive. C'est un geste, c'est une sorte de luxe nous sommes un collectif d'artistes, on n'a pas à défendre une économie de compagnie personnellement. C'est-à-dire que moi, je gagne pas ma vie avec les souffleurs, je gagne ma vie en étant un acteur sur les plateaux et je défends les textes. Et la plupart des souffleurs sont artistes numériques, danseurs. Donc nous sommes dans un geste d'artiste qui tourne autour d'une tentative de ralentissement du monde. Alors évidemment, quand d'un seul coup, il y a quelqu'un qui nous dit « bon, comment on va faire pour évaluer ?» Moi, je lui raconte mes histoires et on lui raconte nos histoires. Ensuite, il rêve ou il rêve pas. S'il ne rêve pas, c'est tant pis pour lui. Tant pis pour lui. L'important, c'est de ne pas se faire manger par de la grille. Ensuite, il est important que vous soyez là et que vous témoigniez, que vous pensiez les choses, que vous analysiez, etc. Je parle de toi. Mais personnellement, on fait. Et puis c'est comme ça, quoi. Voilà. Et la plupart des choses que nous faisons, nous ne demandons de toute façon pas l'autorisation. Voilà. Parce qu'il y a ce qui est écrit, et puis ce qui s'écrit. Et ce qui s'écrit n'a pas été écrit avant. Alors qu'est-ce que tu veux raconter à quelqu'un où tu vas dire « ah ben je vais faire ça » parce que c'est pas du tout sûr qu'on va le faire. Voilà, c'est simple.